Globalement, l'idée, ce sera de présenter un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui peut être important à porter à connaissance, c'est le sujet de l'ADN de la pierre. L'ADN de la pierre, c'est comment aller chercher l'origine finalement de vos pierres quand vous les prescrivez, ou quand vous voulez contrôler la provenance de vos pierres. On a eu un exemple, donc je vais vous en parler. Globalement, juste pour commencer, la métropole européenne de Lille, c'est vrai qu'il y a la petite zapette à prendre, c'est 90 communes, 95 communes au 1er avril l'année prochaine, 3600 km de voirie. Je ne vous fais pas un panorama global, mais ça fait une grande diversité finalement d'espaces publics à gérer. Parce qu'on a des 2x2 voies, on a des voies à 40 000 véhicules jour, mais on a aussi beaucoup d'espaces pavés en centre urbain à maintenir. Ce qui fait qu'il y a une grande diversité finalement d'usages et d'intervenants sur le domaine public, qui fait qu'on a aussi des hétérogénéités de pratiques. Juste le panorama de ce qu'on va voir rapidement, je vais aller très vite sur chaque sujet. On a mis en place un catalogue de matériaux, de quoi ça retourne, qu'est-ce qu'on met dedans. L'exemple d'aménagement d'un centre-ville et le recours à l'ADN de la pierre, vous verrez pourquoi. Et les spécificités et les problématiques liées à la complexité de la gestion des usages en milieu urbain, aux gênes induites par les chantiers de pavage et aux nombreux intervenants qu'on peut retrouver, et du coup l'hétérogénéité qu'on peut retrouver. Juste les pierres naturelles, il y en a beaucoup, et dès le début des années 2000, on a voulu nous essayer de cadrer finalement l'utilisation des pierres avec ce qu'on appelait le catalogue de matériaux au début des années 2000, qui avait vocation simplement à essayer de garantir une certaine harmonisation de la manière de travailler sur le territoire métropolitain, avec un panorama d'une dizaine de produits qu'on a ciblés, avec leurs caractéristiques d'usage et leurs coûts moyens. Donc ça, c'était plus pour aussi limiter finalement le catalogue de prescriptions qu'on pouvait donner aux maîtrises d'œuvre extérieures aussi, pour dire voilà, sur le territoire métropolitain on sera plus sur ces produits-là. C'était pas trop limitatif non plus parce qu'on allait quand même de manière assez large, mais l'idée c'était de faire un rappel aussi historique, allier finalement la pierre à l'aspect historique, allier aussi les caractéristiques des produits en termes d'avantages et inconvénients dans telle ou telle situation. Avec beaucoup d'illustrations, finalement c'est un catalogue qui a pas mal servi ces dernières années, avec des fiches techniques produits simplifiées on va dire. C'est pas les fiches techniques produits au sens produits extraction, sortie de carrière, mais c'est dans leur manière de les utiliser. Aujourd'hui on est sur un travail de révision de ce catalogue-là, avec un angle encore plus prescriptif. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas assez prescriptif, il fallait qu'on soit un peu plus prescriptif encore pour prendre en compte les différentes contraintes, notamment le coût d'entretien et la gestion globale de ces espaces-là. Parce qu'on était vraiment sur l'aspect investissement, qu'est-ce qu'on fait à la mise en œuvre. Et là, l'idée de la révision qu'on est en train de faire, c'est d'aller beaucoup plus loin sur l'aspect coût d'entretien, nécessité de traitement des joints, etc. Enfin, toutes les reprises finalement qui ne sont pas forcément évoquées quand on fait un aménagement en neuf, qui paraît toujours très beau au début, et après on se rend compte qu'il peut vite se dégrader. Avec notamment de plus en plus de réintroduction de l'aspect règle de l'art, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des espaces pavés en pierre naturelle, parce qu'ils sont, comme on disait, toujours beaux à l'inauguration, mais si le lit de sable n'est pas bien mis, ça va vite se dégrader, et on est vraiment dans l'esprit de la crédibilisation de la pierre naturelle aussi, parce que c'est des produits qui tiennent sur la durée, mais on sait que la mise en œuvre peut décrédibiliser l'usage d'un produit s'il n'est pas mis au bon endroit ou de la bonne manière. Donc on a travaillé beaucoup sur les prescriptions, en lien avec le guide évoqué par Shahinas tout à l'heure, le guide pierre naturelle qui est paru en 2010 avec le CTMNC, dans lequel les collectivités ont pu participer, et qui est en cours de révision et qui aura encore un accent un peu plus mis sur l'aspect entretien. Pour dire voilà, attention, on est prescripteur, mais on est aussi gestionnaire, donc l'angle gestion est aussi largement évoqué. Donc là, c'était plus pour dire attention, il y a plein de matériaux, mais il faut savoir les poser aux bons endroits et pour les bons usages. Tout à l'heure, on l'a déjà un peu évoqué. Un petit exemple après d'ADN de la pierre, juste un petit projet, 32 000 m² de pavage, un petit projet qui passe qu'on n'a pas tous les jours, avec du granit gris rosé en 14-20. Les bordures aussi en granit gris rosé, le caniveau en granit gris. On avait prescrit, ce qu'on fait régulièrement, les caractéristiques mécaniques des pierres. Moi je ne vous détaille pas
chaque principe, mais ça c'est ce qu'on retrouve de manière assez générale. Ce qui avait été introduit en plus dans ce cahier des charges-là, c'était de dire que les pierres devront être extraites à des profondeurs suffisantes pour assurer un taux de pyrite et de sulfure de fer normal, n'entraînant pas une oxydation rapide, ce qu'on appelle la rouille simplement, parce qu'on avait déjà eu des précédents un peu là-dessus. Donc dans le CCTP, on avait rajouté pas mal de choses sur l'aspect visuel des pierres et on demandait des planches d'essai spécifiques avant le démarrage des travaux. Bingo, la planche d'essai était nickel, toutes les fiches techniques produits répondaient aux caractéristiques mécaniques, mais après les premières mises en œuvre, la presse nous est tombée dessus, le maître d'œuvre aussi, parce que les pavés rouillaient de manière générale, très rapidement après les premières mises en œuvre de trottoirs. On voit l'oxydation en surface qui est apparue de manière assez rapide. En 15 jours, on avait de l'oxydation. Si c'était un pavé parmi tant d'autres, c'était pas forcément fondamental. Mais on s'est vite rendu compte qu'en tache jaune, c'est là où il y avait des défauts. Donc dans le cahier des charges, en ayant prescrit finalement le fait qu'il ne fallait pas de rouille en surface de manière assez large, on a pu travailler finalement sur l'abandon de ces matériaux-là. Donc pour l'abandonner, on a été un peu plus loin, c'est de se dire, ils nous ont fourni une fiche technique produit chinoise, vous vous en douterez. C'est dur de relire une fiche technique produit chinoise, hormis sur l'aspect mécanique, on arrive à voir que c'est cohérent. Et l'idée d'aller recourir à l'ADN de la pierre, c'était d'aller dire d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on peut expliquer ces problèmes d'oxydation. Je passe vite, parce que après sinon vous allez avoir tous faim. Donc ce qu'on a été faire, c'est aller chercher les analyses pétrographiques. Donc on a travaillé avec le CTMNC, notamment à cette occasion-là, pour aller faire les analyses en profondeur de l'ensemble des pierres. Et donc c'est intéressant parce qu'on remonte finalement toute la chaîne pour aller retrouver les origines. Donc ça c'est la fiche technique chinoise. On a fait toute cette batterie de tests pour aller finalement retrouver la nature même des granites qu'on avait pu mettre en œuvre et essayer de distinguer aussi le pourquoi de la planche d'essai fonctionnelle et les premiers trottoirs qui ne l'étaient pas. Donc les analyses ont été réalisées, ça je le passe rapidement. On n'a pas trouvé de pyrite ou d'éléments ferreux sur les bordures et les pavés sur la planche d'essai. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui était un peu paradoxal, c'est que sur la planche d'essai, tout était bon. Par contre, sur les pierres qu'on a pu retirer sur le terrain, il y avait de l'inclusion de fer au cœur de la matrice des pierres affectées, qui donnait aussi un aspect très hétérogène de la possibilité de retrouver de la rouille. On avait la rouille qui apparaissait rapidement parce qu'on avait la pyrite en surface. Et il y en avait qui étaient un peu incrustés où on se disait, sur la durée, ça aurait pu aussi se dégrader encore. Donc tout ça, ça a permis d'aller chercher finalement les minerais qui étaient à l'origine, donc c'est le monazite et basténaésite, on est d'accord. Et ça donne finalement la fiche d'identité. Tout à l'heure on parlait du Shandong de mémoire, et là qui est un peu plus au nord. Là c'est le Fujian, un peu au sud. Et donc du coup ça nous a permis de retracer finalement les origines des pierres. Et ce qui est assez intéressant, et au final on a renvoyé 1700 palettes de mémoire en Chine. Donc c'est juste un exemple pour dire globalement, il y a des moyens aussi pour dire c'est pas cohérent. Dans les CCTP, quand on est assez prescriptif sur l'aspect visuel, même avec des planches d'essai validées, on a réussi à faire repartir 1700 palettes. Je vous passe un peu toute la problématique après derrière avec l'entreprise, etc. pour les contentieux, etc. Mais le fait est que cette entreprise-là, peut-être que demain, elle s'embêtera un petit peu moins à aller chercher ce genre de pierres pour avoir le meilleur prix, et sécurisera par des pierres un peu plus locales pour éviter ce genre de désagrément. Autre sujet, multiplicité des usages en milieu urbain, je me dépêche, là ça va aller un peu plus vite, c'est dire les pierres naturelles, c'est un élément qui est aussi architectural et qui fait partie des villes. Mais aujourd'hui, dans les villes, on a quand même beaucoup d'usages, d'usagers, etc. Et comment est-ce qu'on peut concilier finalement l'aspect historique et l'aspect fonctionnel? On est tous d'accord, c'est des problématiques pas forcément françaises, c'est des problématiques internationales. C'est comment est-ce qu'on fait tenir des marquages sur les pavés, tenir des marquages vélo ou piétons sur les pavés. Donc des fois, on va chercher des solutions un peu alternatives
qui sont de mettre d'autres pavages. Donc, type, ici c'est un marbre qu'on utilise en passage piéton, mais on a des problématiques de rétroréflexion, on n'est pas conforme à la réglementation sur les marquages de passage piéton. Donc on cherche des alternatives aux aménagements type marquage. Aujourd'hui, il y a des produits de marquage qui tiennent quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu connaître en termes de peinture. Donc c'est des choses qui progressent pour maintenir l'usage des pierres naturelles. C'est surtout dire, c'est pas parce que le marquage tient pas qu'on fait plus de pierres naturelles, c'est plus dire comment est-ce qu'on adapte les marquages aux pierres naturelles pour qu'ils tiennent le mieux possible. Les problématiques de glissance, on a beaucoup sur les problématiques de glissance sur les pierres naturelles en France, plus tout ce qui est gestion des contrastes. On a une réglementation assez stricte sur les personnes à mobilité réduite et la gestion des contrastes elle est omniprésente pour trouver les matériaux qui soient le plus contrastés avec leur environnement. Sur les bandes podotactiles, on a le sujet, on a aussi le sujet sur les naines de marche, donc on est obligé de rivaliser de créativité, d'inventivité pour aller chercher des solutions. Ici sur la photo de gauche, c'est une incrustation finalement de granit plus clair qui est collé à résine époxy sur un nez de marche. Donc il y a aussi tout un travail de réalisation qui est assez compliqué pour contraster les nez de marche. Donc c'est des choses qui sont à intégrer, pas forcément évidentes à réaliser et qui ont un coût aussi à prendre en compte. La question des surfaces hétérogènes, on a aussi une diversité de matériaux et la problématique de la glissance sur les surfaces hétérogènes, la photo de gauche c'est du granit classique plus des incrustations de granit poli. Si vous prenez le pendule SRT sur votre granit poli, vous avez perdu, si vous le prenez sur le pavé d'à côté, vous avez gagné. Donc c'est assez compliqué après de caractériser ces surfaces hétérogènes qui sont architecturalement intéressantes, assez proposé par les prescripteurs, mais comment est-ce qu'on mesure l'adhérence sur ces surfaces hétérogènes? Donc on a travaillé, enfin on connaît tous les flammages, etc., toutes les techniques de surface pour rendre l'adhérence, mais on a du mal à caractériser les surfaces hétérogènes. Donc on a travaillé avec le CEREMA, qui est l'institut un peu français, qui va gérer tout l'aspect recherche et développement sur ces sujets-là. Donc on a été travailler sur la comparaison de tous les outils qu'on pouvait avoir dans la réglementation pour mesurer de l'adhérence, le pendule, le T2GO, ça fait penser un peu à Star Wars, hein, mais c'est tous les modules qu'on peut avoir dans la manière de mesurer l'adhérence. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui nous permettait d'être très objectif sur la manière de mesurer. Si on prenait le SRT, sur les surfaces bouchardées, ça marchait bien. Sur les surfaces lisses, ça marchait moins bien. Celui qui était le plus crédible, c'est finalement le T2GO qui retraduit finalement la marche un peu plus. Et vous avez une mesure moyennée du coefficient de frottement. Donc ça, c'est intéressant. Donc on essaie de développer tout ça pour essayer de trouver aussi des lois de corrélation entre les différents appareils pour harmoniser tout ça. Vigilance sur l'uniformité de la couche de roulement, donc pour tout ce qui est vélo, piéton, etc. On essaye de chercher aussi des solutions qui sont le confort à la marche, le confort vélo, etc. Et qui nous occasionnent finalement d'autres problématiques de réflexion technique. J'ai en tête le tout dernier, c'est des pavés dans la démarche aussi de développement durable. Sur le Vieux-Lille, on a travaillé sur des pavés, vous voyez le pavé de gauche, c'est les pavés classiques du Vieux-Lille. Tous les nouveaux réaménagements partent sur du pavé de réemploi. Donc on réutilise ces pavés-là, mais comme les archives veulent aller un peu plus loin pour essayer de marquer aussi les espaces cyclables, on est sur du grès classique en chaussée et du grès scié, où il y a juste la tête qui est sciée sur 3 cm, pour faire les espaces piétons. Le truc, c'est qu'on s'est dit, les espaces sont contigus, vous avez des espaces en chaussée, donc vous vous retrouvez avec des pavés de 14 et de 11 juste à côté, et donc on s'est posé la question, sur le terrain, après, c'est comment est-ce qu'on gère notre lit de pose pour qu'il soit à 3 cm de manière uniforme, et on n'a pas trouvé. Donc c'est des questions qu'il faut se poser bien en amont, finalement, à la conception, et c'est pas sur le terrain, on se dit comment je gère mon lit de pose différencié entre les espaces contigus. Et donc la problématique, c'est du coup, on n'a pas mis de grès scié. Donc c'est toutes des questions à se poser finalement bien en amont pour éviter, c'est aussi et si on ne l'avait pas vu, je pense qu'on le posait avec un lit de pose à 5 cm d'un côté, 3 cm de l'autre, et on aurait eu des tassements différenciés très rapides sur les bandes de roulement, surtout que vous avez les camions poubelles qui passent, etc. Donc on aurait eu cette problématique-là.
La question aussi de l'acceptabilité du chantier pour terminer, c'est prendre en compte le chantier de pavage dans son ensemble. C'est un chantier aussi modèle qui montre aussi la technicité des compagnons et la prise en compte de plus en plus prégnante chez nous, c'est de dissocier les ateliers de coupe du terrain pour éviter les nuisances sonores, etc. Donc essayer de forcer des pratiques auprès des entreprises pour générer le moins de nuisances possible au moment du chantier. Dans la même veine sur la question des nuisances sonores, tout le vieux lit est en train d'être retravaillé, les joints sablés qui étaient au fur et à mesure enlevés par les balayeuses aspiratrices, on est passé sur l'application de joints bitumineux souples. C'est le Mexphalt où on vient de l'appliquer à la lance, ça a un prix, un bon prix même, en se disant ça, on a fait des mesures de audio, acoustique avant-après, et ça nous a amélioré largement quand même le niveau sonore, parce qu'il y a beaucoup moins de trous finalement, tout est un peu plus homogène, et même à la marche c'est un peu plus intéressant. Tout ça c'est pour éviter les raccourcis un peu rapides qu'on peut retrouver, c'est dire pavé, ouais ça tient pas en chaussée. Ça c'est ce qu'on entend tout le temps dès qu'il y a le pavé ça tient pas en chaussée, c'est parce que généralement il y a un problème entre la prescription, la mise en œuvre ou les deux, des fois c'est un peu les deux, et donc on évite finalement des raccourcis de fait, et puis la presse souvent s'empresse d'aller là-dessus, donc on est quand même sur une problématique importante de crédibilité de l'usage des pierres naturelles dans l'espace urbain. La complexité du nombre d'intervenants, vous avez des gens qui connaissent bien, il y a des gens qui connaissent moins, qui connaissent rien. Donc c'est comment est-ce qu'on harmonise un peu tout ça, parce qu'on peut se rendre compte que sur le terrain, il y a parfois du manque de maîtrise de règles de l'art, les blocages nulle part, et au moindre freinage, vous avez tout qui part en pointe. Donc ça, on l'a déjà tous connu, mais il y a aussi une perte de technicité qui décrédibilise l'usage. De même manière, on a l'impression que même chez soi, on fait mieux. C'est une entreprise qui a réalisé. Il y a des choses quand même qui sont des fondamentaux à bien reprendre, et c'est pour ça qu'on communique énormément, nous, sur le guide de prescription, pour qu'on reste sur des fondamentaux pour la réalisation, parce que c'est ce type d'exemple qui va décrédibiliser très rapidement l'usage, et on va dire c'est plus facile de poser un enrobé là, on n'est pas embêté. Donc il y a une question de crédibilité, mais qui est liée au respect des règles de l'art. Là c'est un autre exemple, c'est en plus, c'est pas nulle part, hein, c'est dans le centre-ville, donc vous avez des joints qui vont jusqu'à 14 cm, on sent que c'est quand même pas le plus jojo. Donc, et puis après, du coup, pour reprendre ces problématiques, on met des petites languettes. Celles-ci, généralement, elles ne tiennent pas bien longtemps, et esthétiquement, on ne peut pas dire que ce soit top. Mais on sait faire des bonnes choses. Je vais terminer là-dessus, je ne vais pas faire que les trucs négatifs. Terminer là-dessus, c'est de dire, ça, on peut faire des espaces publics de très grande qualité avec les pierres naturelles, à condition qu'on les utilise là où il faut, et de la manière la plus correcte possible, avec des entreprises qui ont aussi cette conscience du travail bien fait et de la crédibilité du travail sur la durée. Et il y en a beaucoup, et ces aménagements-là, c'est ceux qu'on met vraiment en avant. Le travail de la pierre en général, c'est la conception, mais c'est surtout la réalisation pour que ça tienne sur la durée. Et juste pour terminer, c'est aussi une question de détail. On arrive à faire des travaux quand même très très esthétiques, très qualitatifs à partir du moment où on met les moyens sur la mise en œuvre, avec des traitements ici de bouche à clé ou de jonction sur des modules plus massifs. Donc c'est ça, la qualité du détail, c'est souvent la qualité finalement qui donne l'esthétique d'ensemble. Voilà, j'en ai terminé. Donc c'était pour un panorama un peu global.